Bonjour. Pour le dernier chapitre d'immunologie qui s'intitule Le phénotype immunitaire au cours de la vie, nous allons utiliser ce moyen qui est une petite vidéo, j'espère pas trop longue, on verra. Donc un petit rappel sur le chapitre précédent. Une reconnaissance des antigènes par des lymphocytes B ou des lymphocytes T amène leur élimination via des plasmocytes ou bien des lymphocytes T cytotoxiques, avec bien sûr notre chef d'orchestre, le lymphocyte T auxiliaire. Et je voudrais revenir sur le fait que lorsqu'il y a une différenciation clonale, eh bien, les lymphocytes vont toujours se transformer en lymphocytes mémoire. C'est-à-dire, mes lymphocytes B vont se transformer en lymphocytes B mémoire et plasmocytes. Les lymphocytes TCD4 vont se transformer en lymphocytes TCD4 mémoire et lymphocytes T auxiliaire. Idem, les lymphocytes TCD8 vont se transformer en lymphocytes TCD8 mémoire et lymphocytes T cytotoxiques. Donc, comme vous le voyez, il existe des lymphocytes B mémoire, des lymphocytes TCD4 mémoire et des lymphocytes TCD8 mémoire. Ce qu'on va voir dans notre chapitre, ça va être que le maintien de l'intégrité de l'organisme, ça va être le résultat d'une mise en mémoire naturelle au gré des expositions des antigènes, ou bien la vaccination qui va être une mise en mémoire déclenchée, et on va mettre en évidence qu'il va exister une augmentation du pool des lymphocytes mémoire tout au long de la vie. Donc on va voir que le phénotype immunitaire d'un individu varie en fonction de l'exposition aux antigènes et va permettre son adaptation à un environnement donné. Donc la première chose que nous allons voir, c'est qu'il existe une mémoire immunitaire. Donc cette mémoire immunitaire, on va la voir ensemble grâce à l'activité 1, page 338-339. Alors, ici, il est question d'une expérience où on va prendre un premier contact avec une souris A. Je sais pas pourquoi ça fait ça chaque fois, ça m'énerve. Donc, on prend une souris A, on va lui mettre des globules rouges de mouton et ensuite, on va faire des prélèvements à différents jours pour regarder le nombre de lymphocytes B qui vont sécréter des anticorps anti-GRM1 en milliers. Et on voit qu'après une première injection de globules rouges de mouton, ce nombre de lymphocytes B va augmenter jusqu'au 6e jour, puis diminuer. Ça va donc ici faire, ça va nous faire comprendre que l'immunité va être lente. Ici, on voit qu'au bout de 6 jours uniquement, on va avoir un nombre de lymphocytes B qui va être assez important pour que finalement nos globules rouges de mouton vont être maîtrisés, éliminés, et donc le nombre de lymphocytes B sécréteurs d'anti-GRM va diminuer au cours du temps. Mais on va maintenant mettre en évidence qu'un deuxième contact avec le même antigène va faire que tout de suite, le nombre de lymphocytes B sécréteurs d'antiglobules rouges de mouton va augmenter très fortement. Regardez ici, on est 2 jours après l'injection de l'antigène. On a 180 000 lymphocytes B sécréteurs d'antiglobules rouges de mouton, alors que ici, 2 jours après, on n'avait que 3 milliers de ces mêmes cellules. Donc ici, on voit que la réponse immunitaire, elle est beaucoup plus importante. Ici, on arrive jusqu'à 850 milliers de lymphocytes B sécréteurs d'antiglobules rouges de mouton. Et donc, on va comprendre que suite à un deuxième contact avec un antigène, l'organisme réagit beaucoup plus vite que lors du premier contact et la réponse est de plus forte amplitude. Et c'est donc pour ça qu'on va parler d'une mémoire immunitaire. On peut faire attention que si la deuxième injection est un autre antigène,
ici des globules rouges de lapin, alors que la première injection était des globules rouges de mouton, la réaction immunitaire sera idem, d'accord, à une première injection si on va regarder le nombre de lymphocytes sécréteurs d'anti-GRL. Ici, la mémoire immunitaire, elle est bien spécifique. On va maintenant faire attention que sur le document numéro 3, c'est exactement ce que l'on voit. On est sur le document 3, page 339. Il existe une réponse primaire qui est lente, regardez-les, et de faible amplitude, alors que la réponse secondaire est rapide et de forte amplitude. Je vous invite à regarder le document 2, page 338, où nous voyons que pour une greffe de peau, eh bien, nous avons aussi une mémoire immunitaire. Ici, une souris grise donneuse A va donner donc un fragment de peau à une souris blanche C, et le greffon est rejeté au bout de 10 jours. La deuxième greffe va être faite au bout d'un mois. Le rejet se fera au bout de 3 jours. Il y a eu une mémoire immunitaire. Ici, c'est une souris beige qui va donner un morceau de peau à notre souris blanche receveuse C qui a déjà subi une première greffe de peau, et ce rejet du greffon B se fera au bout de 10 jours, exactement comme le premier greffon A. Et donc, on comprend que notre mémoire immunitaire est spécifique. Donc, voilà ce que nous avons appris. Maintenant, nous allons voir ensemble quel est le support cellulaire de la mémoire immunitaire. Pour cela, nous allons regarder le document 4, page 339, et nous allons donc, aller sur le document en question. Et nous voyons maintenant qu'il existe un pool de lymphocytes divers. On a parlé que ces lymphocytes T comme B sont très nombreux avec des récepteurs très spécifiques. Ils sont naïfs et lors d'un premier contact avec l'antigène, ils vont être activés, c'est la sélection clonale. Cette sélection clonale, elle va être suivie d'une multiplication clonale et d'une différenciation clonale qui va nous donner des cellules effectrices, plus des cellules mémoire, et elles ont comme particularité d'avoir une longue durée de vie. Ce qui va faire qu'on va avoir un plus grand nombre de lymphocytes mémoire que de lymphocytes initiaux qui étaient dirigés contre un antigène donné. Et lorsqu'on va avoir un deuxième contact avec l'antigène, on va avoir une activation des cellules mémoire qui va être premièrement beaucoup plus rapide, et donc qui vont être en beaucoup plus grand nombre que le pool initial des lymphocytes. Et donc, on va avoir une meilleure protection de l'organisme qui va être ainsi assurée. Il faut savoir que ces cellules mémoire, elles sont présentes pendant des années. Et en fait, lorsque nous devenons vieux, on va avoir une importante quantité de cellules mémoire si on a rencontré beaucoup d'antigènes de façon naturelle ou, comme on va le voir après, par la vaccination. Et plus on a rencontré d'antigènes différents, plus le nombre de cellules mémoire va être important et diversifié, et plus, dans le vieillage, on va être prêt à contrer des antigènes qu'on a déjà rencontrés. Voyons maintenant quel est le principe de la vaccination qui va être une mise en mémoire artificielle. Donc, le principe est d'utiliser des antigènes dans une préparation vaccinale qui ont
perdu leur pouvoir pathogène, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur pouvoir d'induire une maladie, tout en conservant leur pouvoir immunogène, c'est-à-dire leur pouvoir de déclencher une réaction immunitaire. Quels sont les gènes utilisés? Ça peut être des virus tués ou bien atténués. Ça peut être des microbes, donc mort vient de le dire. Ça peut être aussi des protéines virales et qui vont servir à la préparation vaccinale. Donc, cette préparation vaccinale injectée à l'organisme, elle va mimer une primo-infection, c'est-à-dire une réaction qui va être lente et quantitativement, excusez-moi, peu importante. Donc, l'organisme va acquérir des défenses immunitaires efficaces contre un antigène donné et on va pouvoir, voilà, on va pouvoir renforcer cette réponse primaire par des rappels. Ici, on va mesurer le taux d'anticorps antitétaniques sur le document 4, page 341. Donc on mesure le taux d'anticorps antitétaniques suite à différentes injections d'une vaccination contre le tétanos. Donc une première injection, vous voyez, va faire que le taux d'anticorps va augmenter, mais pas assez pour être immunisé. Un deuxième rappel 1 mois plus tard va permettre à l'individu d'être immunisé, mais vous voyez que ce taux d'anticorps présent dans le sang va vite diminuer et on va être obligé de faire un rappel 1 an plus tard. Et au fur et à mesure qu'on fait des rappels, la réponse immunitaire, elle est beaucoup plus grande. Le taux d'anticorps antitétanique est beaucoup plus important et il va rester donc ces anticorps vont rester très longtemps dans notre corps pour nous protéger. Donc ici, les lymphocytes mémoire et lymphocytes B mémoire vont être présents pendant un grand nombre d'années avec des quantités de plus en plus importantes si on fait des rappels. On va maintenant voir quel est le rôle des adjuvants. Donc un adjuvant, c'est une molécule qui va être... Mais je vais arrêter tout ça parce que... Donc voici ce que nous avons vu pour l'instant. Et nous allons maintenant voir le rôle des adjuvants. En fait, un adjuvant, ça va être une substance qui va être dans le vaccin avec donc l'antigène dont on a parlé tout à l'heure qui va être atténué ou mort ou des protéines. Et cette substance, elle va préparer l'organisme au déclenchement de la réaction adaptative. C'est un peu comme une réaction inflammatoire qui prépare la réaction adaptative naturelle. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que l'adjuvant qui va pouvoir être, exemple ici du squalène, eh bien, on va le mettre dans ces préparations vaccinales et il va permettre de stimuler les cellules dendritiques, qui sont des cellules présentatrices d'anticorps, et qui va permettre une multiplication non spécifique des lymphocytes qui va faire une réaction, qui va ensuite permettre d'installer une réaction adaptative de façon plus précoce et avec une plus grande ampleur que s'il n'y avait pas cet adjuvant. Maintenant, nous allons voir comment évolue le phénotype immunitaire au cours de la vie. Donc, on va faire un petit rappel grâce au document 1, page 342. Ici, nous voyons
va nous laisser tranquille, ce truc. Ouf. Donc, qu'il existe une production aléatoire au hasard des lymphocytes qui sont définis par leurs récepteurs membranaires spécifiques. Et on va avoir une sélection de certains lymphocytes qui vont être éliminés parce qu'ils vont reconnaître le non-soin. D'autres qui sont capables de défendre l'organisme, qui sont dits immunocompétents pour constituer le répertoire immunitaire. Et on va voir que le phénotype immunitaire va correspondre à la production de lymphocytes naïfs qui se produit tout au long de la vie et donc, comme vous le voyez ici, qui peuvent être différents d'un individu à l'autre. Et ce phénotype immunitaire correspond aussi à l'exposition de l'individu à des antigènes variés. Par exemple, ce monsieur, il va être soumis à un antigène 1, 2, et il va être donc avoir un pool de lymphocytes qui va être différent de madame, qui va être, elle, qui va avoir rencontré l'antigène X et l'antigène Y. Donc ici, à un moment de sa vie, elle va avoir un pool de lymphocytes qui sera différent. D'autre part, on voit bien que la vaccination au cours de la vie, donc monsieur contre un vaccin contre A, madame un vaccin contre B, donc va faire que le phénotype immunitaire va être propre à chaque individu. Sur le document 2, alors, donc on va voir que suivant l'environnement, un individu va pouvoir s'adapter à des antigènes qu'il va rencontrer euh, de façon continue. Par exemple, ici, on voit à la crèche des enfants qui se font des poutou-poutou, qui se mettent les microbes les uns et les autres. Donc, au début, ils sont tout le temps malades, puis ils s'immunisent, ils ne vont plus être malades. Donc, pour les premiers mois de la crèche, les mamans et les papas sont en fait obligés juste de garder leurs propres enfants à chaque fois qu'ils les mettent un jour à la crèche. Et ici, on va vous parler du paludisme, qui est une maladie qui peut être mortelle avec des symptômes qui ne sont pas très sympathiques, qui vont être fièvre, maux de tête, vomissements, donc ici qui peut entraîner la mort. Et on vous dit qu'il y a des régions où le paludisme est très présent et des individus sont si souvent infectés qu'ils finissent par être naturellement immunisés. Donc ici, on voit bien qu'on va avoir une adaptation de l'individu à son environnement. Les cellules mémoire vont le protéger plus ou moins complètement lors d'une rencontre ultérieure avec ces mêmes antigènes. Et ici, vous voyez que cette immunité n'est jamais ni totale ni définitive. Si un sujet est mis pendant 2 ou 3 ans dans une zone où ne sévit pas le paludisme, eh bien, il va perdre progressivement sa protection. Les cellules mémoire vont diminuer au fur et à mesure et ne pas assez le protéger. Alors, ce que je voudrais faire, c'est un complément de cours avec l'exercice 8, page 349. Donc ici, si vous voulez, on va regarder un petit peu la mémoire immunitaire et la vaccination avec un antigène qui va pouvoir faire une sélection des lymphocytes B et des lymphocytes T. Cette sélection va être suivie d'une amplification et d'une différenciation. Une différenciation en lymphocytes B mémoire, en lymphocyte T mémoire, en lymphocyte T cytotoxique mémoire, qui vont faire qu'on va avoir une réponse secondaire possible qui va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace avec une plus grande amplitude. Et ici, que ce soit une immunisation accidentelle ou volontaire, un vaccin, eh bien, on va avoir exactement la même chose, une primo-infection qui peut donner des symptômes, alors qu'une deuxième infection va faire va permettre qu'il n'y ait pas
de symptômes, vu que le corps il va se défendre avant que les symptômes n'apparaissent. Qu'est-ce que nous avons ici? Et donc ici, c'est ce qu'on a vu, l'évolution du phénotype immunitaire au cours de la vie, qui va, au fur et à mesure de la rencontre avec des antigènes naturels ou pas, faire que chacun d'entre nous va avoir un phénotype qui lui est propre. Donc ici, ce que je voulais voir avec vous, c'était l'exercice 8, page 349, c'est la sérovaccination. Lorsque une personne n'a pas été vaccinée, on peut, à la place, ou bien avant, donc une personne n'a pas été vaccinée, on peut lui faire une sérovaccination qui consiste à lui injecter des anticorps spécifiques contre ce à quoi elle a été confrontée. Par exemple, ici, on va parler dans notre exercice d'une personne qui s'est blessée et on a peur qu'elle ait le tétanos. Donc, on va lui injecter des anticorps anti-tétanos qui vont lui permettre d'être protégée. Pendant, donc ici, plusieurs semaines, la concentration en anticorps antitétaniques va diminuer, et ce qui fait que, vous voyez, dès la 3e semaine, la personne, elle n'est plus protégée. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en parallèle de cette injection d'anticorps spécifiques, on va commencer une vaccination qui va permettre une réaction lente. Et ici, dès la 3e semaine, on est dans une zone de protection naturelle alors que les anticorps injectés ne permettaient plus d'être protégés. Les rappels, comme vous le voyez, vont permettre d'amplifier la réaction immunitaire et on va pouvoir être protégé à très très long terme. Donc j'espère que ces cours vous a plu. En tout cas, on n'a pas le choix puisque on ne se voit pas et on n'a pas le temps. Donc je vous dis à bientôt.